druide informatique, créateur d'Antidote, s'associe à l'AAAO, à l'UQO et à Coiffure et Esthétique Beauregard dans la diffusion de cette émission. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les œuvres qui sont diffusées, dans les musiques et dans les guides que vous lisez? Peut-être pas toujours. Aujourd'hui, justement, on s'intéresse à la représentation et à la représentativité avec mes invités. Tout d'abord, je vous présente Yao. Bonjour. Bonjour, Mélanie. Artiste de musique, auteur, compositeur, interprète, donc aussi grand amoureux des arts en général. Oui. Et toi, est-ce que tu te reconnais dans ce qui est diffusé au point de vue culturel? J'avoue que très souvent, non. Très souvent, je ne me reconnais pas dans la majorité des pratiques artistiques que je vois. Donc, autant la pratique. Est-ce que la langue et la culture, tu es d'origine afro-américaine, tu habites en Ontario, Oui. tu es francophone. Oui. Donc, est-ce que ça a une influence sur le fait que tu ne te reconnais pas dans ce qui est diffusé? Oui, énormément d'influence, non seulement du côté de mes origines africaines, qui font que déjà, en vivant en Amérique du Nord, on a un certain décalage, mais aussi la proximité qu'on a avec les États-Unis fait qu'on a une certaine influence aussi sur la culture, avec la culture anglo-saxonne. Donc pour un francophone vivant en Ontario, province majoritairement anglophone, faisant partie d'une minorité linguistique, on se retrouve aussi justement à avoir constamment ces challenges, comme on dit généralement. Donc, est-ce que tu aimerais qu'il y ait un peu plus de musique et d'art qui soit un peu plus à, comment je dirais ça, pas à ton image, mais qui fasse plus écho en toi? Oui, essentiellement, parce que je trouve qu'aujourd'hui, le monde se mélange. On a la multitude de cultures qu'on se retrouve à rencontrer dans une journée, lorsqu'on se balade, que ce soit au centre-ville de Gatineau ou au centre-ville d'Ottawa. C'est important que ça soit représenté aussi lorsqu'on regarde la télé ou lorsqu'on écoute de la musique. Et c'est là, l'homogénéité, on cherche très souvent à avoir une certaine homogénéité, surtout dans le domaine de l'art. Mais n'oublions pas que les différences font partie de nos richesses aussi. Et on est le produit de toutes les personnes qu'on a rencontrées à travers notre parcours. Donc, on est constamment influencé à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Et ça fait partie de cela aussi lorsqu'on veut regarder une émission de télévision, lorsqu'on veut écouter de la musique, de reconnaître ces influences-là et de reconnaître aussi cet impact que ça a eu sur nous. Comme individu puis comme membre d'une communauté, d'une société aussi. Donc, tu as peut-être une solution créative au fait que tu ne te reconnaisses pas. Est-ce que toi-même, tu vas produire des choses qui vont te faire écho à toi puis peut-être à des gens que tu rencontres aussi? Oui, très souvent. J'estime que je ne rentre pas dans une boîte moi-même. Je suis noir, je suis roux, je suis né en Côte d'Ivoire, mes parents sont du Togo, j'ai vécu sur 3 continents. Déjà là. Je ne rentre pas dans une boîte, donc j'ai de la difficulté à laisser ma musique rentrer dans une seule boîte. Et en plus, tu as fait du rap. Est-ce que tu dis encore que ce que tu fais, c'est du rap? Non, du tout. C'est de la musique urbaine, c'est ce mélange de slam, de soul, de funk, de pop. Mais à la fin de la journée, les influences sont très, très reconnaissables justement dans ce que je fais, que ce soit les influences latines ou que ce soit les influences africaines justement à travers ma musique aussi. Donc, c'est ce que j'essaie d'offrir justement au public à chaque fois. Et est-ce que dans tes textes, c'est présent ou plus dans la musique ou un peu les deux? Les deux. Dans les textes aussi. Que je vais écrire des chansons comme par exemple qui vont s'intituler Chère Afrique ou Je viens de loin. Comme je vais aussi écrire des chansons qui vont parler comme mon dernier single qui s'appelle Nomade, justement de cette envie de voyager, ce désir de constamment vouloir partir. Donc ça fait partie justement de ce mélange-là au niveau textuel, au niveau musical aussi, parce que c'est mon univers, c'est ce que j'ai connu, c'est ce qui me représente, c'est ce que je suis aussi. Donc, les influences sont assez variées, puis tu vas en témoigner à travers ta production toi-même aussi. Mais on parlera un peu plus longuement plus tard de tes albums, en particulier le dernier, Lapsus, qui a été lancé dernièrement, puis qui a eu un beau succès déjà, et aussi de l'autre, Perles et paraboles, que j'ai connu en 2013. Donc, on en reparlera, mais pour l'instant, on va faire place à une chercheure en traductologie, et écoute bien qu'est-ce qu'elle a à dire, tu vas voir, ça va être pas mal intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. Nesrine Bessière, tu es étudiante au doctorat en traductologie et tu as un projet pas mal fascinant, à mon avis. Donc, qui est de co-construire une traduction, une adaptation d'un guide de référence par, pour et sur les femmes et sur leur santé. Peux-tu m'en parler un peu plus de ce projet-là? Oui, c'est un projet, en fait, on travaille sur un livre sur les relations intimes et la sexualité.
On s'inspire d'un livre qui a été publié pour la première fois aux États-Unis en 1971, mais nous, on travaille à partir de la version de 2011. C'est un livre sur la santé des femmes. Et nous, c'est la section sur les relations intimes et la sexualité. En fait, le livre est organisé un peu avec, pour vulgariser, je dirais, des savoirs chauds, des savoirs froids. Les savoirs froids seraient les savoirs académiques, des savoirs universitaires, scientifiques, médicaux. Plus théoriques. Plus théoriques. Et les savoirs chauds, c'est les savoirs expérientiels, le vécu des gens, des témoignages. Donc, dans le livre, on va avoir des deux. Par exemple, ça pourrait être de dire un savoir froid, bon, tel médicament sert dans telle situation. Un savoir chaud serait de dire, bon, ben moi, voilà ce que ça m'a fait quand je l'ai pris, les effets secondaires. C'est pas imperméable, les deux sont pas imperméables. Évidemment, il peut y avoir une recherche qui documente les effets secondaires, mais c'est pas la même chose de partir de la parole des gens, de la parole de leur vécu. C'est plus près d'eux, dans le fond. Ils vont plus reconnaître, quand ils vont lire le livre, ils vont plus reconnaître parce qu'ils vont avoir des témoignages de d'autres personnes qui ont vécu ça aussi. Oui, c'est ça. Et même, en fait, ce livre-là, qui s'appelle Our Bodies Ourselves, le livre original américain, aux États-Unis, il a été dans l'initiation du mouvement pour la santé des femmes. Et quand on parle de santé des femmes, il y a le fait d'avoir mis ensemble tous ces témoignages, le fait d'avoir échangé, partagé ces vécus. C'est pas juste que ça donne de l'information de plus. C'est venu questionner ce qu'était la biomédecine, comment la médecine occidentale est organisée. C'est-à-dire que des femmes, en partageant les vécus qu'elles ont eus, sont venues remettre en question, par exemple, la différence qu'on fait entre le corps et l'esprit. Si pour faire le lien avec la représentation, si on dit la médecine va représenter le corps comme quelque chose de mécanique, de séparé, il y a l'esprit, il y a le corps, et tandis que les expériences que des femmes vivent et qu'elles partagent viennent remettre ça en question et amener au développement entre autres, à contribuer au développement de l'idée de l'approche globale, c'est-à-dire la médecine va dire, elle voit le corps donc de façon mécanique, compartimentée. On a le médecin de la bouche, le médecin du pied, le médecin de la tête. Et les femmes, en partageant leurs expériences, ont mis en évidence l'importance de faire les liens en toutes ces parties du corps, donc la symbiose aussi qu'il y a entre le corps et l'esprit. Et aussi, l'approche globale, c'est d'aller voir... il y a des facteurs, il y a divers facteurs qui peuvent jouer sur une maladie ou sur la santé. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que les témoignages ont poussé un peu la pratique scientifique, la pratique médicale à évoluer puis à tenir compte de tous ces aspects-là. Donc, il y a vraiment une influence directe. Oui, en fait, c'est comment le mouvement de santé des femmes, ce pragmatisme, a remis en question la santé, la médecine telle qu'on la connaît en Occident. Et pourquoi vous êtes intéressé à ce projet-là? Tu fais partie d'un collectif, d'un groupe qui s'intéresse à ce projet-là, à l'adapter, à le traduire, à le rendre... On s'appelle la collective pour un ouvrage de référence participatif sur la santé. Mais c'est super bon parce que ça donne comme acronyme la COR féministe. Alors, c'est pour ça que c'est génial, mais c'est pas très vendeur comme nom, c'est beaucoup trop long. Et pourquoi on s'est intéressé à ça? Donc, on est plusieurs, on est une dizaine, on travaille là-dessus dans l'objectif, c'est ça, de sortir un livre avec des témoignages, donc des informations médicales qui viendraient du livre en anglais, une partie traduction et une partie adaptation qui seraient des témoignages qui seraient locaux. Et nous, on fait une adaptation québécoise et féministe. Et c'est quoi une adaptation féministe? Alors, une adaptation, pourquoi féministe? Parce que... comment dire, il y a plusieurs courants dans le féminisme. Nous, on est dans un courant qui parle de l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, ça, c'est super à la mode en ce moment pour plusieurs groupes de femmes au Québec et ailleurs, en Europe ou en Amérique du Nord. Ça vient, en fait, l'intersectionnalité de Kimberly Crenshaw. En 1991, c'est une avocate afro-américaine qui a développé ce terme-là pour parler de comment des femmes noires ne pouvaient pas se reconnaître totalement dans des groupes féministes américains blancs et ne pouvaient pas totalement se reconnaître dans des groupes noirs d'hommes. Elles n'avaient pas leur place. Elles vivaient du racisme à un endroit, du sexisme à l'autre. Et donc, l'intersectionnalité, c'est justement cette multiplicité, les différentes facettes de ton identité. Si on parle de représentation, dans les médias, par exemple, on va souvent avoir une seule dimension d'une personne. On va présenter une identité unidimensionnelle. Donc, un exemple, ça serait si je prends une femme voilée. Voilà, une femme voilée, c'est une femme voilée, point. On ne sait pas si elle a des enfants, on ne sait pas si elle est riche, si elle est pauvre, si elle est instruite, si elle est immigrante, si elle est... on n'a aucune idée, en fait, du reste de son identité. Plusieurs éléments dans son identité. Tout le monde porte une multitude d'éléments.
C'est ça, tout à fait. Donc, l'idée de l'intersectionnalité, c'est un mot à coucher dehors, je te l'accorde, mais c'est cette idée-là. Ça revient à aller prendre en considération les différentes dimensions de ton identité et aussi les différentes oppressions que ces différentes dimensions peuvent te faire vivre. Donc, nous, dans notre travail, c'est d'aller rejoindre différentes femmes qui vivent différentes expériences, différentes pour leur donner la réalité. parole, dans le fond, pour montrer ces différentes teintes-là. Oui, c'est pour aller chercher des témoignages. Là, en ce moment, on est en train de faire des entrevues. Donc, on en a fait à Montréal. On est surtout à Montréal, mais on va aller à Rouen. Donc, on va faire une entrevue avec des femmes de l'Abitibi et du Témiscamingue. On s'en va aussi en Mauricie. Puis, on n'a pas encore de date pour l'Outaouais. Donc, s'il y a des gens qui veulent aller sur notre site, nous écrire un petit mot, nous faire signe. Il y a des entrevues de groupe. Puis, on vient, puis on parle de sexe pendant 2 heures. Entre filles. Vraiment, c'est génial. Puis, est-ce qu'il y a des défis particuliers dans le travail, dans ce projet-là, par rapport au choix des mots? Est-ce qu'il a été traduit déjà ailleurs, ce livre-là? Oui, ce livre, oui, j'ai oublié de dire cette partie-là, c'est qu'en fait, depuis la première édition qui datait des années 70, le livre, il a été réédité, il a été mis à jour. Les informations sur la santé, on s'en doute, ça change. Il y a eu beaucoup de développements scientifiques, médicaux. Même dans la réalité que les gens vivent et affirment, là, c'est différent. Là. Oui, il a été traduit dans 35 langues à travers le monde. Et nous, on travaille à partir de la dernière version, de la version américaine. Et il a été traduit en France en 77 en français. Mais bon, ça, c'est complètement désuet, ça compte plus. Et il a été traduit aussi en 2005 au Sénégal. Et en fait, quand on regarde, même les femmes qui ont fait ce livre aux États-Unis, quand il y a une traduction qui se fait, elles insistent pour qu'il y ait une adaptation et pas juste une traduction, parce que sinon, ça reviendrait à transférer des expériences de femmes américaines, qui ont donc un certain contexte, une réalité spécifique, à le transférer. Ça revient à une forme d'impérialisme, une forme impérialisme féministe peut-être, mais un impérialisme quand même. Donc, quand ça a été traduit et adapté au Sénégal, ça a été fait par des femmes sénégalaises. Avec les réalités qu'elles vivaient. Et elles sont parties de leur réalité. Donc, il y a certaines choses qui ont une grande place et d'autres qui en ont beaucoup moins. Par exemple, il va y avoir beaucoup de place accordée aux mutilations génitales. Et c'est important, c'est une réalité, c'est quelque chose qu'elles prennent en considération parce qu'elles le vivent, mais il va y avoir un paragraphe sur l'homosexualité. Et j'ai eu la chance de rencontrer une des femmes qui a travaillé sur ce livre-là dans une conférence et elle me disait qu'elles ont travaillé de cette façon-là. C'est des femmes universitaires et elles sont parties, le livre original a été une inspiration, mais elles sont vraiment parties des questions qu'elles se poseraient comme femmes, en fait, qu'elles se posent comme femmes au Sénégal en 2000-2005. Pour créer un livre qui leur ressemble, puis dans lequel elles se reconnaissent, puis la communauté peut se reconnaître aussi, en fait. C'est carrément ça. Oui, puis aussi, elles ont fait beaucoup, c'est plus de la vulgarisation d'informations médicales. Et nous, ce qu'on trouve intéressant dans le livre, c'est ce mélange que j'expliquais de savoir chaud, de savoir froid, où on trouve que ça se complète, mais aussi il y a un aspect critique, puis il y a un aspect de partage d'informations. Nous, notre but, en fait, quand on fait ce livre-là, c'est de remettre entre les mains de femmes au Québec une quantité d'informations qui leur permettent de faire des choix éclairés. Et les femmes sont toutes différentes les unes des autres. Les femmes n'ont pas un rapport homogène à la médecine. Il va y avoir, à travers l'histoire, il y a eu, et à travers les époques, et même en ce moment, il va y avoir des femmes qui vont dire « nous, on veut des antidouleurs pour l'accouchement », puis des femmes qui vont dire « non, moi, je veux accoucher sans médicaments, avec une sage-femme ». Alors ça, c'est une réalité. Ça aussi. On veut donner la place à cette parole-là et on veut aussi donner à des femmes qui ont différentes visions la possibilité de faire des choix réels, éclairés. Si tu me permets, je vais te faire un petit... qu'est-ce qu'on entend par choix éclairé? En fait, on parle, oui, il y a de l'information scientifique, de l'information médicale qui serait indépendante des intérêts financiers. Ça, c'est non négligeable. Puis aussi de l'information sur les alternatives, de l'information sur les impacts que ça peut avoir sur la santé et de l'information sur ce qui se fait dans la communauté. Tu peux avoir, par exemple, quelque chose comme l'échographie, mettons. Prenons l'échographie. L'échographie, on sait que des fois, ça crée du stress. Ça peut créer du stress. Il y a certaines femmes qui n'en veulent pas parce qu'elles disent que c'est très mauvais pour le bébé. Ça perturbe l'ouïe du bébé.
Mais à la fois, dans les communautés, ben, souvent, quand tu es enceinte, c'est une des premières choses qu'on va te demander. Alors, tu as fait une échographie. Donc, alors, c'est une fille, c'est un garçon. En écho à la communauté, tu vas agir d'une façon, puis le livre tente de représenter tous ces aspects-là aussi. On va continuer à en parler un peu plus longuement tout à l'heure, puis je voudrais aussi qu'on revienne sur le fait de traduire, adapter les défis que ça pose aussi en respectant la communauté à qui on s'adresse. Donc, si tu veux bien, on va s'intéresser à ça, parce que tu es traductologue en devenir ou déjà affirmé. Donc, tu es une chercheure en traduction. On va revenir aussi sur ces aspects-là tout à l'heure. Donc, je te remercie beaucoup pour ces premières informations-là. On va ramener Yao avec nous pour discuter. Super. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce qu'il y a une petite citation ou une phrase qui vous vient en tête par rapport au thème dont on parle aujourd'hui? Nesrine? Oui. Bien, en fait, tu as dû la voir. Elle est sur mon courriel, ma signature de courriel. C'est une citation d'Audre Lorde qui dit « Ce ne sont pas les différences qui nous séparent, mais le refus de les reconnaître et de les accepter. » Donc, l'ouvrage fait justement... oui, tout à fait. Et il y a une part de vécu aussi. C'est pour ça que je la mets en ce moment. Elle me tient à cœur. Là. OK. Et toi? Mais dans une même perspective, moi, c'est une citation de Morin qui dit « Plutôt que si nous cultivions les convergences plutôt que les différences, il y aurait la paix dans le monde. Pourquoi t'inspires, toi? Parce que je suis l'une des premières personnes qui dirait « Il est important de reconnaître nos différences. » Je viens de les mentionner tout à l'heure, je n'aime pas les cadres, je n'aime pas rentrer dans les cadres, et j'ai mentionné qu'on est le produit de toutes ces expériences qu'on a vécues, de toutes ces personnes qu'on a rencontrées. Ce que je trouve dommage et ce que je trouve dangereux, c'est lorsqu'on commence à axer nos différences pour diviser pour mieux régner. Ah, il est différent. Tout ce qui est xénophobie, tout ce qui est homophobie, tout ce qui est... on parle de l'autre, cette peur de l'autre. On cultive la peur de l'autre, on cultive la peur de l'étranger. Et c'est là justement que je trouve intéressant, par rapport à la citation que tu viens de mentionner, les différences de l'autre sont une richesse aussi. Et reconnaître ces différences-là, je trouve que c'est super important, mais trouver un point commun pour pouvoir reconnaître ces richesses-là. Une intersectionnalité? Une intersection, oui. Section, donc c'est ça qu'on pourrait dire. Puis est-ce que tu te reconnais dans ce qu'il dit aussi dans les convergences ou un peu moins? Non, c'est sûr. Je veux dire, dans ma vie de tous les jours, j'essaye d'aller chercher les convergences. C'est un réflexe d'immigrante peut-être, mais quand tu rencontres quelqu'un, je vais tout de suite aller vers c'est quoi nos points communs pour permettre de poser la table et d'en parler. C'est juste que récemment, dans ma vie, j'ai trouvé que j'avais pas donné assez de place à justement la diversité de mes identités et que j'en ai mis de côté. Alors, ça peut être très flatteur quand tu as quelqu'un qui te dit, donc je vis au Québec, je vis à Montréal, quelqu'un qui dit « t'es comme nous ». Oui, c'est flatteur. C'est flatteur parce que ça dit que je suis adaptée, que j'ai réussi à quelque part à m'intégrer. Mais il y a une partie de ça qui dit, mais tu vois pas mes différences, tu les connais pas, les autres facettes que je te montre pas. Alors, je me mets cette citation ces jours-ci pour m'encourager à dire non, vis-les tes différences, puis ne les cache pas. Puis je pense que ça se rejoint en fait les deux citations. Il y a un équilibre à trouver, c'est aussi de les accepter ces différences-là, mais qu'elles ne soient pas des obstacles à ce qu'on travaille ensemble, à ce qu'on vive ensemble pour certaines choses, à faire des choses, oui, à construire ensemble. Construire ensemble. C'est justement la co-construction de votre livre qui m'a inspirée pour l'invitation aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça qui te porte aussi dans le projet. Puis, dans l'adaptation, quel processus dans l'adaptation se passe dans ce livre-là en particulier? Oui, c'est ça. Bien, nous, en fait, dans notre projet, on ne cherche pas à être représentative de façon statistique de la diversité des femmes. Il y a 30 de femmes de tel type, de tel... Oui, mettons, par exemple, il y a 10 à 15 d'homosexuels dans la société. On ne va pas chercher, si on a 30 témoignages de femmes qu'on va prendre, à avoir 3 homosexuels, ou s'il y a 1 de personnes intersexes, on ne va pas chercher à avoir 0,3 sur 30 personnes intersexes. En fait, on veut que toutes ces réalités et qu'une
une palette de réalités soit représentée, mais on ne va pas y aller de façon statistique. Quelle voix, dans le fond? C'est ça, parce que la façon dont on va travailler, c'est de la co-construction. Donc, on est un collectif, nous, d'une dizaine de personnes, comme je disais tout à l'heure, et on va aller rencontrer des groupes qui travaillent avec des femmes marginalisées, et avec elles, on va voir, bon, vous, si on vous parle de relations intimes, de sexualité, de quoi vous voulez parler? Quelles seraient les questions qui sont importantes pour vos membres? Et on va travailler à partir de ça pour avoir des témoignages de leurs membres. Et ça demande, bon, il y a tout un travail de outreach, excusez-moi, ça me vient en anglais, mais de mobilisation, d'aller chercher des groupes. Et après ça, d'avoir tous ces témoignages-là, de les mettre en forme et de mettre en évidence cette diversité, de la garder. Parce que notre but, c'est que n'importe quelle personne qui s'identifie comme femme, qui lirait ce livre, pourrait trouver un « Ah oui, ça, je me reconnais là-dedans, j'ai vécu ça ». Et ça, c'est pour que tu te sentes moins seule, que tu ne te sentes pas isolée, que tu mettes aussi ton vécu là-dedans et à partir de ça, que tu puisses aussi mettre des mots, à évoluer, que tu mettes des mots sur ta réalité et éventuellement que tu puisses critiquer, sentir que si tu es capable de mettre des mots sur ta réalité, c'est que tu appartiens à cette société, tu fais partie. Donc, si tu fais partie, tu peux aussi critiquer, tu peux améliorer, tu peux travailler dans cette société, tu peux la malaxer avec tout le monde. Et, mais je fais du pouce sur mettre les mots sur une réalité. C'est ce que tu fais tous les jours quand tu écris tes chansons, toi? Non, effectivement, et je trouve très intéressant cette approche-là parce qu'en tant qu'artiste, c'est notre méthode de travail. C'est effectivement notre méthode de travail où on se laisse influencer par ce qui est face à nous, par ce qui est présent dans notre réalité du moment. Pas nécessairement par les biais, entre guillemets, qui pourraient venir avec une certaine représentativité recherchée. Oui, puis les institutions vont chercher à mettre en place. Ou... Exactement. Pourquoi on se fait dire, bon voilà, il faut, comme par exemple, soyons francs, je fais 6 pieds 2, 270 livres. La première chose quand je dis aux gens que je fais de la musique, ils me répondent, ah, tu fais du rap. OK. C'est très stéréotypé quand même. Est-ce que je peux casse tout de suite. Oui, exactement. Est-ce que je peux me permettre de faire autre chose et mettre les mots sur ça en relation justement à ce que tu mentionnais. J'ai eu la chance de travailler sur un merveilleux projet avec le Centre Phoenix, qui est un centre pour personnes en difficulté. Bon, je déteste le mot handicap, mais à mobilité réduite, par exemple. Et j'ai eu la chance de faire un atelier d'écriture créative avec leur membriété. Donc, on avait des gens qui étaient amputés, des gens qui étaient aveugles, des gens qui avaient de la difficulté, des gens en fauteuil roulant. Donc, vraiment toute une variété de personnes. Et on a fini par créer une chanson tous ensemble qui s'appelle Miroir. Et la chanson est disponible sur YouTube, les gens peuvent le découvrir. Mais la raison pour laquelle je parle de cela, c'est parce que j'utilise ma voix à ce moment-là comme artiste pour faire part d'une réalité. Justement, lorsqu'on parle d'accessibilité, on parle d'accessibilité au niveau structurel, mais est-ce qu'au niveau réel, lorsqu'on voit quelqu'un dans la rue, est-ce que c'est le même réflexe? Tu as parlé tout à l'heure de l'esprit, le corps et l'esprit. C'est justement ces mêmes réalités-là que dans notre art, on met de l'avant, toujours ces contrastes-là. Et moi, pour moi, toute ma pratique artistique se retrouve dans les contrastes et dans les perceptions. C'est toujours une question de perception pour moi. Bien, perception, j'en profite pour parler de Lapsus. C'est le titre de ton dernier album. Pourquoi Lapsus? Lapsus, pour moi, ça a été un test, plus ou moins. J'ai eu la chance, je suis rendu à une étape de ma carrière où je me disais, peu importe ce que je sortais, les gens allaient écouter. Mais justement, peu importe ce que je sortais, les gens allaient écouter. Exactement. Et juste après un album comme Perles et Paraboles qui m'avait permis de voyager pendant pratiquement 3 ans. Et où les textes sont vraiment importants, ils prennent beaucoup de place. Là. Exactement. Je me suis retrouvé à avoir la pression justement de l'industrie. Avec un prix en plus, tu as eu des nominations et des prix associés à cet album-là. Effectivement, 7 nominations Galatrior et un prix Edith Butler de la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec. Et justement, avec cette réalité-là, je me suis retrouvé face à devoir produire un nouvel album en me disant, bon voilà, j'ai la pression de l'industrie, faut que ça vende, faut que ça vende, faut que ça vende. Mes Perles et Paraboles avaient été écrits dans une bulle créative où c'était un exutoire pour moi. Donc, je voulais me relancer dans cette perspective-là en me disant, lapsus, généralement, c'est notre subconscient qui nous parle. Qu'arrive-t-il si je me permettais de faire un lapsus conscient? Si je disais les choses comme je les entends, comme je les pense, sans trop de filtre. Donc, lorsque je m'asseyais face à une chanson, en 48 heures, je devais l'avoir finie. OK, il y avait une pression, mais de toi-même, finalement, mais de dans moi-même. La production. Effectivement. Et je me suis retrouvé un peu à naviguer cet univers-là, justement, ces contrastes en disant une chanson, par exemple, où j'écris le refrain et je me dis, ah non, tu vois, c'est trop complexe. Donc, je le change et par la suite, je me dis, pourquoi est-ce que je l'ai changé?
C'est ce que j'ai voulu dire au début, c'est comme ça que j'ai voulu le dire. Donc, c'est comme ça que je vais le dire. Donc d'enlever un peu les attentes des gens pour vraiment présenter toi ce que tu avais envie de Exactement. Donc, c'est là vraiment pourquoi toute l'idée derrière l'album, c'est que c'est un lapsus, justement. Tout l'album, c'est un lapsus et l'idée même, c'est un lapsus. C'est un peu dangereux, mais ça fonctionne finalement. Je ne vais pas me plaindre jusqu'à présent. Donc, c'est un peu comme un témoignage qu'il a fait, puis justement, vous êtes en train de recueillir différents témoignages. C'est un projet immense, il y a plusieurs facettes. Oui, là, on est, je l'ai dit tout à l'heure, on est en processus de faire des entrevues de groupe et on en a fait 2 déjà à Montréal. Et c'est ça. Dans le fond, c'est après de traiter l'information, puis de choisir comment bien la placer, puis de bien traduire les différents chapitres de ce livre-là. Donc, il y a plusieurs défis associés à ça. Oui, puis il y avait aussi, dont je te parlais, le défi des termes. Oui. En fait, récemment, il y a certaines sous-cultures au Québec qui ont un foisonnement de termes pour parler de relations intimes et de sexualité. Et c'est des termes qui viennent directement de l'anglais. Donc, on a tout ce qui est cisgenre, transgenre, polyamour. Ça, c'est comment on dit ça en français au Québec? Est-ce qu'on le dit en français? On entend trans. Oui, c'est ça, queer. J'ai fait d'ailleurs une de mes recherches, c'était sur le terme queer, puis il y avait eu une proposition de l'Office de l'OQLF, de l'Office québécois de la langue française, de remplacer queer par allosexuel ou altersexuel. Et donc, j'ai fait une recherche statistique dans différents médias et ça n'a pas marché du tout. Enfin, même si tu regardes le web francophone, allosexuel, altersexuel, personne n'utilise ça à part le QLF. Donc, vous avez sûrement plusieurs termes tout au long du livre, dans le fond, qui vont vous poser des questions puis des réflexions sociales, finalement, associées à ça. Écoutez, amusez-vous bien avec les mots, continuez à en produire puis à nous parler de qui nous sommes, finalement. C'est un peu ça que vous faites. Un immense merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi. Chacun de nous a un caractère unique, puis on porte plusieurs réalités, plusieurs identités, plusieurs facettes. Et il y a différents ouvrages et différentes créations qui peuvent peut-être bien nous représenter. À tout le moins, on a vu aujourd'hui que la recherche et la création s'attardent à penser un peu plus à nous. Je vous remercie d'avoir été avec nous et à très bientôt.